Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18-20 sur France Info comme chaque soir en compagnie d'Adrien Roard. Bonsoir Adrien. Bonsoir Lucie. On va faire un point sur le programme et l'heure à venir qui sera consacrée à la situation en Ukraine au 13e jour de la guerre. On suivra en direct la prise de parole de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien devant les parlementaires britanniques. Ce sera dans un instant. Et puis on s'arrêtera aussi sur les conséquences de ce conflit au niveau énergétique. Joe Biden qui annonce un embargo américain sur le pétrole et le gaz russe. Qu'en sera-t-il pour l'Union européenne? Les 27 réussiront-ils à se mettre d'accord? On posera la question à nos invités. Et comme tous les soirs, juste après le journal de 19h, vous aurez la parole. Vous savez à quel point ça nous tient à cœur. Vous nous donnerez vos avis sur la crise ukrainienne, l'impact chez nous, chez vous aussi, toute cette solidarité qui se met en place, la crise alimentaire mondiale qui se prépare, la journée internationale des droits des femmes, autant de sujets sur lesquels nous voulons vous entendre. On va discuter tous ensemble, et quand je dis ensemble, c'est surtout avec vous, bien sûr. Et on va tout de suite prendre la direction de la Grande-Bretagne. À Londres, le Parlement britannique qui s'apprête à écouter Volodymyr Zelensky. Vous voyez ici cette image en direct. On est à l'intérieur du Parlement britannique. Le président ukrainien doit s'adresser dans quelques instants aux parlementaires britanniques. Évidemment, on va l'écouter en direct sur France Info. Ensuite, on en parlera dans quelques instants avec nos invités qui nous rejoindront. On écoute ce qui se passe au Parlement britannique. Monsieur le Président, nous vous donnons la parole pour vous adresser à la Chambre des communes et à la Chambre des lords. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Membres du gouvernement, du Parlement, les lords, ladies and gentlemen. Je m'adresse à tous les gens du Royaume-Uni, à toutes les personnes de la Grande-Bretagne, du grand peuple, avec une grande histoire. Je m'adresse à vous en tant que citoyen, en tant que président, mais aussi, je viens d'un grand pays, avec un grand rêve et une grande lutte. Je voudrais vous parler de ces 13 jours que nous avons vécus, nos 13 jours de guerre, une guerre terrible que nous n'avons pas commencée et que nous n'avons pas voulu. Mais nous sommes obligés de la soutenir. Parce que nous ne voulons pas perdre ce que nous avons, ce qui nous appartient. L'Ukraine, comme vous ne voudrez pas perdre votre pays lorsque les nazis s'apprêtaient à commencer la bataille pour votre grand pays, pour la Grande-Bretagne. 13 jours de notre défense. Le premier jour, à 4 heures du matin, nous avons reçu les missiles balistiques et tout le monde s'est réveillé. Nous, les enfants, nous sommes tous des personnes vivantes, toute l'Ukraine. Et dès lors, nous ne dormons plus. Nous avons tous pris les armes, devenant une grande armée. Le deuxième jour, nous avons dû répondre à des attaques dans l'air, sur le terre, dans la mer, et nos gardes frontières sur l'île aux serpents, dans la mer Noire, ont raconté à tout le monde le final de cette guerre, à savoir où ira l'ennemi. Lorsque le bateau russe a demandé à nos gars de déposer les armes, ils lui ont répondu, et la réponse était si ferme. Je ne peux pas répéter ces paroles au sein du Parlement, mais nous avons ressenti la force de notre peuple qui, jusqu'au bout, chassera l'occupant. Le troisième jour, les militaires russes ont tiré sur les gens, sur les immeubles d'habitation,
l'artillerie, les bombes aériennes, et tout cela nous a prouvé définitivement, à nous et au monde, qui sont les grandes personnes et qui sont des bêtes. Le quatrième jour, lorsque les prisonniers que nous avons commencé à prendre par dizaines, nous n'avons pas perdu notre dignité et nous n'avons pas appliqué des mauvais traitements à ces gens parce que nous les considérons comme des gens, puisque nous sommes restés des êtres humains au quatrième jour de cette guerre honteuse. Le cinquième jour, la terreur contre nous était déjà ouverte, contre les villes, contre les bourgades, les quartiers entiers qui ont été détruits, les bombes encore sur les bâtiments, les écoles, les hôpitaux. Il s'agit du génocide qui ne nous a pas brisés, qui nous a mobilisés, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Il nous a donné le sentiment d'une grande vérité. Le sixième jour, les missiles russes sont tombés sur le Babi Yar, l'endroit où les nazis ont fait tuer 100 000 personnes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, 80 ans après, la Russie a de nouveau tué ces gens. Le septième jour, nous avons compris qu'ils allaient détruire même les églises avec les bombes, avec les fusées. Il n'y a rien de sacré pour eux, il n'y a rien de grand comme pour nous. Le huitième jour, le monde a vu que les chars russes tiraient sur la centrale nucléaire, la plus grande centrale en Europe, et le monde a commencé à comprendre qu'il s'agit de la terreur contre le monde entier. C'est une grande terreur. Le deuxième jour, nous avons entendu la réunion des pays de l'OTAN sans un résultat souhaité pour nous, sans le courage. Bien sûr, nous avons ressenti le fait que l'alliance ne fonctionne pas, qu'on ne peut même pas fermer le ciel pour nous. Et donc les garanties de sécurité en Europe doivent être reconstruites à partir de zéro. Au 10e jour, les Ukrainiens désarmés dans les villes occupées protestaient partout, en masse, en arrêtant les blindés à main nue. Nous sommes devenus invincibles. Au 11e jour, lorsqu'on a touché les quartiers d'habitation, lorsque tout était détruit, lorsqu'on tuait les enfants, lorsqu'on a touché un hôpital pour les malades, les enfants malades de cancer, nous avons ressenti que les Ukrainiens sont devenus des héros. Des centaines de milliers de personnes, des villes entières, des adultes et les enfants. Au 2e jour, lorsque les pertes de l'armée russe avaient dépassé 10 000 tués, dans ce compte, on peut dénombrer un général. Cela nous a donné la certitude que tous les crimes, tous les ordres honteux qui seront donnés, il y aura une responsabilité qui leur sera demandée devant le tribunal international ou la réponse apportée par l'arme ukrainienne. Le 13e jour, dans Mariupol, occupé par l'armée russe, une enfant était morte de déshydratation. Car ils ne laissent passer ni l'eau ni la nourriture. Ils ont juste bloqué. Les gens sont dans les caves. Je pense que vous avez tous entendu. Là-bas, les gens manquent d'eau. En 13 jours de l'invasion russe, 50 enfants ont été tués. 50 grands martyrs. Et c'est terrible. C'est le vide. Au lieu de 50 univers qui auraient pu continuer à vivre, mais ils les ont emportés, ils les ont juste pris. Grande-Bretagne, l'Ukraine n'a pas souhaité cela, n'a pas cherché de grandeur, mais elle est devenue grande en l'espace de ces quelques jours de cette guerre. L'Ukraine qui sauve les gens malgré la terreur des occupants, qui défend la liberté, malgré les assauts d'une des plus grandes armées du monde, l'Ukraine qui se défend pour avoir un ciel
qui est pour l'instant ouvert pour les avions, pour les hélicoptères et pour les fusées russes. Être ou ne pas être, vous connaissez très bien cette question shakespearienne. Il y a 13 jours, cette question aurait pu encore concerner l'Ukraine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À l'évidence, être, to be, à l'évidence, être libre. Et c'est ici qu'il faut rappeler les paroles que la Grande-Bretagne avait entendues déjà et qui sont de nouveau d'actualité. Nous n'allons pas nous rendre, nous n'allons pas perdre, nous irons jusqu'au bout, nous allons nous battre dans les mers, nous allons nous battre dans les airs, nous allons défendre notre terre, quel que soit le prix. Nous allons nous battre dans les forêts, dans les champs, sur les côtes, dans les villes et dans les villages, dans les rues. Nous allons nous battre sur les collines. Et je vais ajouter, pour ma part, nous allons nous battre partout, sur les terrils, sur les côtes de Kalmius et de Dnipro. Nous n'allons pas nous rendre. Bien évidemment, avec votre aide, l'aide de la civilisation des grands pays, avec votre soutien dont nous vous sommes reconnaissants, et l'aide sur laquelle nous comptons beaucoup, et je suis personnellement très reconnaissant à toi, Boris, mon ami. Renforcer les sanctions contre l'État terroriste. Reconnaissez-le enfin, cet État, l'État terroriste. Trouvez le moyen de rendre notre ciel sécurisé. Faites ce que vous pouvez, ce que vous devez faire, ce à quoi vous oblige la grandeur de votre pays et de votre peuple. Gloire à la grande Ukraine, gloire à la Grande-Bretagne. Merci. En direct sur France Info, la prise de parole du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est adressé aux parlementaires britanniques. Dans l'assistance, il y avait le Premier ministre britannique Boris Johnson qu'on a pu voir évidemment à l'image. On va en parler de ce discours, de cette prise de parole du président ukrainien avec nos invités. Michel Galli, bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre d'études sur les conflits, rédacteur en chef associé de la revue Culture et Conflits. En face de vous sur ce plateau, Pierre Conessa, bonsoir. Vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions stratégiques et militaires. D'abord, votre réaction à tous les deux sur cette prise de parole de Volodymyr Zelensky. Michel Galli, qu'est-ce que vous en retenez principalement ? D'abord, je pense qu'il y a quelque chose d'inédit dans le monde médiatique. Le leader d'un pays en conflit qui s'adresse à un éventuel soutien, tout ça dans un cadre européen, culturellement européen. Et puis, toujours sur la forme, hein, c'est un combattant, vous voyez, la tenue, on pourrait penser à une tenue plus officielle, plus présidentielle. Non, il est comme ça depuis le début de la guerre. Tout à fait, le combattant médiatique, il s'adresse. Alors, toujours à leur forme, alors disons linguistique, stylistique, c'est l'appel à la culture et à l'histoire britannique. Hein. Il y a du Shakespeare, et puis surtout, il y a du Churchill, même s'il n'a pas directement cité. Donc, provoquer un peu la sympathie au-delà des élus du peuple britannique en se souvenant de leur opposition au nazisme à la Seconde Guerre mondiale. Je me permets de vous couper parce que Boris Johnson va s'exprimer à son tour. On va l'écouter et on en reparle juste après. C'est une grande capitale européenne qui est à présent bombardée par les Russes. Le président Zelensky défend la démocratie, défend la liberté et il a touché les cœurs de toutes celles et ceux qui sont présents dans cette assemblée. Aujourd'hui, des Ukrainiens ordinaires défendent leur maison, leur famille contre une attaque brutale. Grâce à leur action, ils inspirent des millions grâce à leur courage, à leur dévotion. Aujourd'hui,
L'un des slogans les plus forts, c'est « Je suis ukrainien » pour le monde libre. Et je sais que je parle au nom de la Chambre tout entière lorsque je dis que le Royaume-Uni et nos alliés, nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts pour soutenir nos amis ukrainiens avec les armes nécessaires pour protéger leurs terres. De poursuivre en renforçant les sanctions économiques à l'encontre de Vladimir Poutine. Nous allons cesser d'importer du pétrole russe et nous présenterons un projet en ce sens à la Chambre demain. Nous allons poursuivre nos efforts diplomatiques, humanitaires et économiques jusqu'à ce que Vladimir Poutine échoue dans cette aventure catastrophique et jusqu'à ce que l'Ukraine soit de nouveau libérée. Keir Starmer pour l'opposition. Monsieur le Président, chacun d'entre nous a été profondément touché par la bravoure, la détermination et le leadership du président Zelensky. Des troupes russes sont dans ses rues, son peuple est bombardé. Aucun n'aurait tenu rigueur d'avoir fui. Mais non, il est resté pour soutenir son peuple, le peuple ukrainien, et se battre. Il nous rappelle que notre liberté, notre démocratie est à défendre. Il a invité le monde à agir alors que trop longtemps nous avons laissé Poutine agir. Il inspire le peuple ukrainien à se défendre et à faire échouer la machine de guerre russe. Il a montré sa force et nous devons lui montrer au peuple ukrainien notre engagement et notre soutien. Les travaillistes sont pour l'unité ici et à l'étranger pour isoler le régime de Poutine. Les travaillistes sont en faveur des sanctions fortes qui mettront à genoux l'économie russe. Nous sommes en faveur d'envoyer les armes nécessaires à l'Ukraine afin de se défendre contre l'envahisseur. Nous sommes aux côtés du président Zelensky, aux côtés de l'Ukraine, aux côtés de la démocratie. Gloire à l'Ukraine. Pour le SNP, Ian Blackford. Vous venez de suivre avec moi direct sur France Info. Tout d'abord, le président Zelensky, président ukrainien, qui s'est exprimé. Boris Johnson qui lui a répondu, puisque Volodymyr Zelensky s'adressait directement aux parlementaires britanniques. Et puis vous venez d'entendre à l'instant le leader de l'opposition et les autres députés qui continuent de s'exprimer au Parlement britannique. Michel Galli, Pierre Conesa toujours avec nous. Pierre Conesa, on vient de voir Volodymyr Zelensky qui dit clairement on ne va pas se rendre, qui parle de génocide pour qualifier cette guerre initiée par la Russie. Et Boris Johnson qui lui dit vous avez touché nos cœurs ici, le cœur de tous les parlementaires et on va continuer à vous aider jusqu'au bout. On est dans un exercice diplomatique qui sort de l'ordinaire. On est aussi dans un exercice raciste, parce que je vous signale que Boris Johnson a ouvert un bureau pour accueillir des Ukrainiens à Calais, c'est-à-dire qu'il refuse les migrants venus du Moyen-Orient. Mais par contre, il fait... donc, si vous voulez, il y a des bons migrants et de mauvais migrants pour Boris Johnson. Donc, son discours universaliste, la défense des valeurs, il faut le prendre à l'aune de la critique. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime bien ce consensus britannique face à une situation comme celle-là. J'aimerais bien qu'il y ait la même chose en France. Là, on en est dans la période des griefs. Vous savez, un tel, il a été très pro-Poutine, et celui-là, il l'a été moins, et celui-là, il a dit ça, et celui-là, il a dit ça. C'est pas très digne de la classe politique française. Est-ce qu'aujourd'hui, et si vous le voulez bien, parce que ce que vous avez souligné est très important, mais j'aimerais aussi qu'on analyse ce qu'on vient de voir. Parce qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky s'est d'abord exprimé face à l'Union européenne, les parlementaires européens. Aujourd'hui, il fait cet exercice avec Boris Johnson. On a l'impression qu'il y a un lien particulier. Il l'appelle son ami. Il n'a pas critiqué ouvertement l'Union européenne ou l'Occident. Il a un petit peu tapé sur l'OTAN en disant, voilà, vous ne nous avez pas fermé le ciel. Il y a toujours les avions russes qui peuvent passer et bombarder. Mais qu'est-ce qu'il cherche là en faisant ça, en s'adressant aux parlementaires britanniques de cette manière ? Il cherche la même chose qu'avec le Parlement européen, c'est-à-dire à sensibiliser à la détresse du peuple ukrainien, mais sachant qu'il sait bien qu'on ne s'engagera pas dans la guerre. Et donc, c'est un appel qui voulait destiné à au moins provoquer une assistance, qui peut d'ailleurs se faire, sur le plan militaire, avec du matériel de livraison, etc. Mais j'entends un peu n'importe quoi, c'est-à-dire amener des avions. Vous croyez qu'un avion de combat de chasse, ça se pilote comme ça, comme une voiture? Non, ce sont ça voudrait dire engager des pilotes britanniques ou autres pour les amener jusqu'en ça, ce serait de la guerre, si vous voulez. Tandis que quand on réclame des avions, surtout quand c'est des avions de haute technologie, comme sont les avions de chasse,
il faut 6 mois de préparation pour un pilote. Donc on est dans quelque chose qui est du délire. Mais ça correspond, si vous voulez, à cette manière de gérer les conflits aujourd'hui, c'est-à-dire que la table des chaînes d'infos en continu est ouverte. Et donc vous entendez tout et n'importe quoi. Et après, quelle est la valeur de ce qui se dit ? Je vous le dis, moi, personnellement... C'est à vérifier dans les faits et pour l'instant, vous ne voyez pas exactement ces faits-là, en tout cas. Absolument, et la communication est donc un aspect essentiel de ce conflit. Michel Galli, est-ce que aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, et ce qu'il demande, ce qu'il a envie d'avoir de la part de l'Occident est un peu vain, finalement? Parce que Pierre Connaissel disait, la guerre... L'Occident ne s'y engagera pas, c'est sûr, c'est clair. L'OTAN l'a dit, l'Union européenne l'a dit, les États-Unis l'ont dit. Il y a aujourd'hui le Royaume-Uni qui dit on arrête d'apporter du pétrole russe, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est d'autant plus facile que la Grande-Bretagne n'est pas dépendante du pétrole russe, peut-être à 3%, tandis que l'Allemagne, c'est à 50%. Donc là, effectivement, c'est facile de s'en passer. Comme l'a dit Pierre Conessa, en même temps, Boris Johnson bloque les migrants ukrainiens à Calais et leur dit d'aller chercher des visas. Donc il y a quand même un certain nombre de paradoxes. Mais sur le fond, moi, ce que je pense, c'est que c'est une communication à plusieurs échelles. Certes, c'est envers Johnson et puis le Parlement britannique, mais au-delà, c'est gagner les cœurs et les esprits des Européens, comme toute cette communication par les réseaux sociaux que fait le président ukrainien, faute d'avoir effectivement une aide militaire concrète. Vous voyez, d'ailleurs, vous avez vu dans ce discours, il est resté très ouvert. C'était aidez-nous, mais à vous de voir. Oui, il n'y a pas eu de demande très précise, notamment militaire. Est-ce que finalement les esprits des Européens ne sont pas déjà acquis à la cause des Ukrainiens? Si, c'est ça. Moi, je le verrais, enfin, sans faire la psychanalyse à la va-vite, comme au fond une compensation. On exprime, on met des drapeaux ukrainiens sur les profils Facebook, on fait des tweets, on s'exprime comme ça devant le Parlement. Mais c'est au fond, faute de pouvoir faire autre chose, quoi. Faute de pouvoir, comme on l'a dit, envoyer des avions de chasse qui seraient un casus belli entre l'OTAN et la Russie. Donc personne n'y pense sérieusement. Ce qu'on peut faire si on envoie des armes, on ne le dira pas. C'est quelque chose qui relève des forces spéciales. On peut livrer des Stinger, on ne dira pas précisément, mais en même temps, l'Union européenne a fait un premier pas historique et a quand même dit qu'elle allait dans ce sens. Le gouvernement français est très, très discret depuis quelques jours sur l'aide concrète, si elle existe, dans le détail. Pierre Conessa, est-ce que vous estimez que ce genre d'intervention de la part du président Zelensky, ça peut avoir un quelconque impact, de quelconque conséquence sur la Russie? Parce qu'on imagine bien que Vladimir Poutine surveille tout ça et toutes ces prises de parole de près. Poutine a choisi la stratégie de la menace. C'est-à-dire, vous avez vu, quand il a parlé des forces nucléaires, et puis quand il dit « j'atteindrai mes objectifs quoi qu'il en coûte », donc il est dans une stratégie de la communication de la force. Est-ce qu'on est obligé d'y répondre de la même manière? C'est-à-dire, sur le nucléaire, par exemple, la principale stratégie, c'est l'incertitude. Donc, je ne pense pas qu'il faille répondre à Moscou en lui disant « oui, mais nous avons les plateaux, le machin, les avions, etc. » Il faut faire de la gesticulation qui soit comprise par Poutine. C'est-à-dire, on sait très bien comment, quand un sous-marin nucléaire lanceur d'engins va tout à coup en mer, les Russes savent très bien que ça veut dire qu'il y a une posture qui risque de les atteindre. Quand on fait des exercices aériens au moment où passent les satellites russes au-dessus de la France, ça veut dire qu'on est capable de communiquer sans dire. Bon, et ça, c'est perçu par Moscou. Donc, l'intérêt de ce genre de choses, et en particulier en renforçant la posture militaire conventionnelle aux pays périphériques, c'est de dire, attention, si vous montez en grade, cette fois dans la violence physique, on est capable d'y répondre. Et sur la menace nucléaire, on est aussi capable d'y répondre. Ce qui est une manière de ne pas lui répliquer, donc de ne pas enchaîner, si vous voulez, cette espèce de monter en grade dans les tensions. De monter en grade dans laquelle Poutine, pour le moment, a trouvé son créneau. Bon, Zelensky, il est obligé de répondre sur le plan humanitaire. Et sauf à faire comprendre, effectivement, en s'adressant aux Européens, que pour que la guerre dure, c'est-à-dire pour que Poutine la perde, il a besoin de l'aide des Européens. Voilà, donc... Sur la question du nucléaire que vous évoquiez à l'instant, avant de s'adresser aux parlementaires britanniques, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec Emmanuel Macron une énième fois au téléphone. On sait que les deux hommes se parlent très souvent. Emmanuel Macron a fait savoir à l'Élysée, qui a notamment posé des questions et sur l'humanitaire et sur la question du nucléaire. Michel Galli,
cet échange sur le nucléaire, effectivement, est extrêmement important. C'est aussi une manière de montrer qu'il faut sécuriser tous ces sites en Ukraine sur la question du nucléaire. C'est primordial, c'est stratégique. Certainement. Bon, je ne vois pas que Poutine veuille bombarder des centrales nucléaires. Jusqu'ici, ça s'est fait par accident, de manière limitée, et sans toucher au nucléaire à proprement parler. Mais ça reste stratégique et pour la Russie et pour l'Ukraine, dans tous les cas, de détenir ces sites. Et pour toute l'Europe, parce que contrairement au Tchernobyl, si vous vous souvenez du professeur Pellerin qui disait que les radiations, ça allait s'arrêter à la frontière française, c'est un grand moment de télévision, ça ne sera certainement pas le cas. Donc effectivement, on essaie toutes les cordes classiques, c'est-à-dire effectivement l'humanitaire, les couloirs aériens, bon, les zones exclusives aériennes, ça ne marche pas trop. Après, maintenant, les centrales nucléaires. Et puis, il y a aussi une accélération médiatique. Alors, le temps des médias, comme je disais l'autre jour, n'est pas celui de la guerre. Cette guerre, si on se souvient ce qui s'est passé en Syrie, en Tchétchénie, ça risque de durer quand même des semaines, si ce n'est plus. Alors, tandis que pour les médias, pour aussi nous tous, les spectateurs, il faut tous les jours un événement, un registre. Donc, alors, il y a le registre nucléaire qui est apparu il y a quelques jours. Puis il y a les réfugiés, c'est un registre qui va s'étendre sur des semaines. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a le temps de la guerre qui n'est pas forcément celui des médias. Mais vous soulignez une dynamique médiatique qui s'intensifie. Volodymyr Zelensky qui est extrêmement présent sur les réseaux sociaux, à coups de vidéos multiples pour montrer à la fois où il est, donner confiance aux Ukrainiens, montrer qu'il est mobilisé. Il y a ces prises de parole comme celle au Parlement britannique aujourd'hui. Il a égrené les 13 premiers jours de guerre en disant au jour 1, il s'est passé ça, aujourd'hui il s'est passé ça, ainsi de suite jusqu'au 13e. Pierre Conessa, ce type d'intervention, ça peut durer combien de temps? Parce qu'effectivement, est-ce qu'on ne va pas s'essouffler à un moment? Est-ce que la guerre ne va pas rentrer dans le quotidien pour les uns et les autres? Il y a deux aspects dans votre question. D'abord, il a réussi à symboliser personnellement la résistance ukrainienne. Ça, effectivement, le personnage a pris une dimension, alors que c'est un ancien acteur. Enfin, vous vous souvenez, comme nos politiques pouvaient moquer des gens qui n'étaient pas de la classe politique. Ben, cet homme s'est révélé un De Gaulle. Un De Gaulle, c'est-à-dire qui continue à vouloir la guerre, alors que, enfin, à maintenir le conflit. Et donc, si la crise, si la guerre se poursuit, ce qu'il semble s'organiser pour faire, effectivement, là, on entrera dans une nouvelle catégorie. Mais évidemment, ça devient l'objectif premier des Russes. Il faut avoir la peau de Zelensky. Bon, est-ce qu'ils y arriveront, est-ce qu'ils n'y arriveront pas, je ne sais pas, mais il est évident que dans la tête de Poutine, il faut le faire taire. Voilà, donc peut-être qu'un jour il y arrivera, malheureusement, mais enfin, il aura symbolisé jusqu'au bout l'identité ukrainienne. Je rappelle un épisode qu'on a un peu oublié, mais quand on constitue l'ONU, Staline exige qu'il y ait 3 pays russes qui siègent à l'ONU, avec des sièges, il y a l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. C'est-à-dire que déjà à l'époque, Staline considérait que l'Ukraine était un pays indépendant. Il faudrait le rappeler à Poutine quand même. Effectivement, c'est bon à savoir et à rappeler à tout le monde. Vous restez avec nous, messieurs. On va continuer cette discussion dans un instant. On évoquera notamment les conséquences énergétiques et aussi alimentaires de cette guerre. Mais avant cela, on continue à parler médias, communication et aussi désinformation. La cyberguerre, elle existe aussi. Astrid Agopian de Vréoufek va nous en parler. Adrien, vous êtes à ses côtés. Et oui, absolument. Je la rejoins, Astrid Agopian. Bonsoir à vous, Astrid. Merci d'être là. Vous avez sacrément du travail en ce moment avec les équipes de Vrai ou Fake, car la guerre se joue aussi, sinon surtout, sur le terrain de la désinformation. On assiste à cette guerre-là, celle de la propagande russe, que vous avez décidé de passer au crible pour comprendre comment l'État et les médias, et les deux sont intrinsèquement liés, racontent cette guerre-là à leur population et surtout à leur manière. On regarde votre travail et on en parle juste après. Le 1er mars, des frappes s'abattent sur Kharkiv. Pour les télévisions occidentales, l'origine de ces bombardements ne fait aucun doute. 8h01 au cœur de Kharkiv ce matin. Une frappe russe vient de s'abattre. Pourtant, voici comment la télévision russe présente ces mêmes bombardements. Le président Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'être à l'origine de l'attaque. Mais cette version est fausse, comme l'a prouvé un site de lutte contre les fausses informations. En regardant la trajectoire des missiles, on voit qu'ils ont été lancés du nord-ouest, où il n'y a pas de forces armées russes. La Russie nie donc toute responsabilité dans cette attaque, alors que sa responsabilité a été établie de manière certaine. Car Moscou développe pour sa population sa propre version de la guerre, sans d'ailleurs à aucun moment utiliser le terme de guerre. Car depuis le 26 février, le Roskomnadzor, une sorte de gendarme des médias et de l'Internet en Russie, a interdit l'utilisation de certains termes, dont invasion, guerre ou encore attaque,
et offensive. C'est uniquement avec ces termes que les médias russes peuvent décrire le conflit. Opération spéciale, opération militaire, opération de maintien de la paix ou introduction de forces militaires. Utiliser le terme de guerre, au fond, c'est risqué pour le pouvoir de se mettre l'opinion à dos. Et c'est pour ça qu'il déploie une si grande activité pour essayer de censurer l'espace public et d'éviter toute référence au terme de guerre. En Russie, on parle peu des bombardements à Kiev. Le récit médiatique se concentre beaucoup sur le Donbass et la population russophone qui y vit, que le président Vladimir Poutine a affirmé vouloir sauver d'un génocide commis par les Ukrainiens selon lui. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale pour protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant 8 ans. L'armée russe est libératrice de populations opprimées. Les habitants des villages libérés sont soulagés. Ils peuvent maintenant parler leur langue maternelle. Même la police est venue ici et nous a forcés à apprendre l'ukrainien. Ils nous ont arrêtés et nous ont dit d'apprendre l'ukrainien. Les médias russes s'emploient ensuite à présenter les autorités ukrainiennes et le président Zelensky comme des nazis ou des terroristes. Dans ce pays-là, il y a un segment nazi entretenu dans le pays qui est et a toujours été sous le patronage des autorités. Zelensky, dans sa rhétorique, atteint le niveau de communication d'organisations terroristes comme Daesh. Les Ukrainiens sont présentés comme les vrais responsables de l'escalade de la violence, toujours sans parler de guerre. Des groupes des forces ukrainiennes, vêtus d'uniformes russes, vont tuer, piller, agresser les civils d'Ukraine. Aucune preuve n'est apportée à ces affirmations. Mais le discours russe évolue. Alors que les opérations militaires hors du Donbass n'étaient pas évoquées, des images de soldats russes au combat et des colonnes ukrainiennes détruites commencent à émerger sur les médias russes. Signe que la propagande russe commence à préparer la population à un conflit qui dure, même si on ne parle toujours pas officiellement de guerre en Ukraine. Voilà des mots interdits, donc, dont le terme de guerre, on l'a vu dans votre travail Astrid, mais il faut dire aussi que certains médias ont eux aussi carrément été interdits. Oui, alors c'est le cas par exemple de la chaîne indépendante en ligne Dojd, ça veut dire pluie en russe. Les journalistes de ce média ont fui précipitamment. Alors ils ont appris alors qu'ils étaient en pleine réunion que les commandos spéciaux de la police russe allaient intervenir dans leur rédaction. Alors ils ont fui, certains ont vraiment sauté dans le premier avion, sans manteau, sans ordinateur, sans rien. Et ils ont fui comme ça. Il faut dire aussi que le site indépendant Meduza, la radio Echo de Moscou et même les versions russophones de la BBC et de la Deutsche Welle ont été limitées, donc on ne peut pas accéder à tous les articles. Des médias occidentaux comme la RAI italienne et l'ARD allemande ont décidé, eux, de suspendre leur couverture en Russie pour l'instant. Donc les journalistes russes comme les correspondants étrangers partent ou se font très discrets en ce moment. Merci beaucoup Astrid Agopian pour ce travail. Il est précieux en ce moment, ainsi que celui de toute l'équipe de Vrai ou Fake. On les retrouve bien sûr sur les pages, les toutes nouvelles pages Instagram et Facebook de Vrai ou Fake et aussi sur le site franceinfo.tv. Et au-delà même de la question de la cyberguerre et de la désinformation qu'on vient d'évoquer, il y a une inquiétude qui monte de plus en plus en Europe et dans le monde aussi sur les questions à la fois d'énergie et d'alimentation, deux secteurs qui pourraient beaucoup souffrir de cette guerre en Ukraine. Et on va en parler avec Philippe Chalmin, économiste et professeur à Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières et de l'énergie. Merci infiniment d'être avec nous. Nous accompagne toujours Michel Galli, chercheur au Centre d'études sur les conflits et rédacteur en chef associé de la revue Culture et Conflits. Et Pierre Conessa, également toujours avec nous, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, spécialiste des questions stratégiques et militaires. D'abord, messieurs, avant de vous entendre, j'aimerais qu'on écoute Joe Biden. C'était cet après-midi le président américain qui a annoncé un embargo sur le gaz et le pétrole russe. Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont violemment viser l'économie russe. Nous allons bannir l'importation de gaz et de pétrole russe. Cela veut dire que le pétrole russe ne sera plus accepté dans les ports américains et notre peuple va mettre un grand coup à la machine de guerre russe. Je crois en notre pays et en cette décision. Elle a déjà été acceptée par le Congrès. Laissez-moi le dire clairement. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien et nous n'accepterons pas la machine de guerre de Poutine.
Philippe Chalmin, est-ce qu'effectivement Joe Biden et cet embargo américain sur le pétrole et le gaz russe, ça va mettre un gros coup, comme il dit, dans la machine de guerre russe? Est-ce que c'est une décision extrêmement importante aux conséquences néfastes pour la Russie? Non, pour l'instant, très franchement, c'est, je dirais, une piqûre d'épingle, dans la mesure où, je le rappelle, les États-Unis sont de manière totalement marginale légèrement importateurs de pétrole russe pour faire des mélanges dans les raffineries d'Hawaï et de la côte ouest américaine. Le pétrole russe est utilisé pour composer des mélanges de certains raffineurs et la Russie est un exportateur de gaz naturel. Donc, de toute manière, cette décision américaine ne change rigoureusement rien. Bien entendu, et c'est là ce qui est important, elle fait pression sur l'Europe. Et la vraie question, là où ça pourrait faire mal, ce serait effectivement, est-ce que l'Europe serait capable de faire la même chose sur le pétrole? Probablement. Sur le gaz naturel, c'est véritablement une autre histoire. Et c'est là où l'on aimerait peut-être que les États-Unis apportent quelques soutiens aux Européens, avec par exemple, ce qui paraît difficile à imaginer, mais pourquoi pas, des garanties d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié américain. Philippe Chalmin, pour l'instant, et vous l'évoquiez à l'instant, on attend une décision de l'Europe sur cette question. Les 27 qui sont divisés, avec l'Allemagne qui refuse pour l'instant absolument d'arrêter d'importer du gaz russe parce qu'elle en est fortement dépendante et ce n'est pas le seul pays dans l'Union européenne. Si demain, les 27 se mettaient d'accord pour un embargo sur le gaz russe, quelles conséquences cela aurait en Europe? Bon, ça ferait et ça provoquerait probablement une augmentation des prix. Vous me direz, le gros du chemin en a été fait. C'est pas compliqué. Si on se passe du gaz russe, il faut le remplacer par des importations de gaz naturel liquéfié. Sachant que le problème, pour l'instant, est moins celui des capacités de regazéification. Parce que quand vous importez du gaz naturel liquéfié, il faut que votre méthanier arrive dans une installation où ce gaz est regazéifié pour être remis dans les circuits. Nous avons des capacités, et jusque-là, d'ailleurs, ces capacités étaient peu utilisées, tant nombre de pays, notamment à l'est de l'Europe, et l'Allemagne, préféraient importer avec des tuyaux, avec des gazoducs. On pourrait probablement, dans la mesure où nous sommes presque au début du printemps, et donc que la consommation va un peu diminuer, on pourrait probablement passer quelques mois en se passant du gaz russe. Par contre, il est très probable que nous aurions des problèmes de reconstitution de nos stocks et bien entendu des difficultés pour aborder l'automne et l'hiver 2022-2023. Mais on peut tenter le coup. Le problème, ce serait de l'autre côté que nous ayons un engagement des États-Unis pour nous fournir en priorité du gaz naturel liquéfié, puisque les États-Unis sont devenus les premiers exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Il faudrait d'ailleurs aussi au passage que nos chers écolos et autres verdâtres ne tordent pas le nez sur le GNL américain, produit bien entendu à partir de gaz de schiste. Je rappelle simplement que, tout simplement, je crois, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, sous la pression du gouvernement français, Engie avait été obligé de renoncer à un accord de livraison à long terme de GNL américain. Donc, quelque part, nous avons préféré mettre notre tête sur le bio russe plutôt que d'importer du GNL américain sous le prétexte qu'il était environnementalement peu correct. Soyons clairs, il y a là quand même de quoi sourire un petit peu. Mais, je le répète, on peut éventuellement, pour quelques mois en tout cas, probablement se passer du gaz.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de fils à démêler et beaucoup de choses qui découlent des décisions qu'on a pu prendre en ce qui concerne l'Union européenne ces dernières années. Pierre Konessa, aujourd'hui, il y a une tension autour d'un port. Le principal port du pays ukrainien, c'est Odessa. C'est un enjeu stratégique, on imagine bien, puisqu'il y a notamment beaucoup de circulation et d'importation, d'exportation de pétrole dans ce port. Est-ce que c'est plus que d'habitude, dans cette guerre-là, la question de l'énergie un enjeu primordial aujourd'hui? La question de l'énergie est toujours importante dans les guerres, mais cela dit, vous voyez bien que le point de vue est très différent selon que vous êtes américain, que vous êtes allemand, que vous êtes français ou que vous êtes espagnol. Selon la dépendance. On n'est quand même pas du tout dans les mêmes situations de dépendance. Et donc, évidemment, la manière dont on va gérer toute cette période que vient de décrire monsieur, c'est comment préparer l'hiver à venir. Bon. Donc, sur le fond. Maintenant, je voudrais revenir une minute sur le problème des fake news. N'oubliez quand même pas que nous avons beaucoup plus menti que Poutine et nous avons beaucoup plus tué d'hommes que Poutine avec la guerre d'Irak et le raconte des armes de destruction massive. Donc, il faudrait essayer d'éviter d'être trop moralisant, si vous voulez. Mais il y a la question de toute façon, et vous avez raison de le préciser, de la désinformation qui est présente dans toutes les guerres et dans tous les combats. Revenons, si vous le voulez bien, à cette question de l'énergie. Michel Gallier, est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre une crise mondiale de l'énergie, au-delà même de l'Union européenne, dans le monde? Est-ce que la question du gaz et du pétrole russe dans cette guerre avec l'Ukraine est aujourd'hui un risque très important pour le monde entier? Alors, risque, bon, peut-être pas. Il y a une sorte de pari, on ne l'a pas dit vraiment, mais on peut utiliser des stocks stratégiques, comme tous les pays, notamment le nôtre, pour quelques mois. Mais c'est une sorte de pari, effectivement, par rapport à l'hiver prochain. En fait, de manière générale, ce que je trouve très intéressant en relations internationales, c'est la recomposition très rapide des blocs d'un côté politique et puis effectivement des ressources comme celui du pétrole et du gaz. Et on voit bien, comme il a été dit, que les Américains ou Joe Biden, sous pression d'ailleurs du Congrès de l'opinion publique, prend des mesures au fond qui chez lui ne veulent pas dire grand-chose, comme pour Boris Johnson tout à l'heure. Mais par contre, pour l'Allemagne, c'est significatif. Alors, il y a une réorganisation et surtout une hausse des prix, puisqu'il n'y a pas que le pétrole. Je rappelle que pour le blé, et ça touche peut-être beaucoup plus de monde, l'Ukraine et la Russie maîtrisent 30% des volumes commercialisés. On va y venir dans un instant, effectivement, vous faites bien de le rappeler, Philippe Chalmin. Juste Allez-y, Pierre, une remarque sur l'énergie. Les deux seules sources d'énergie sur lesquelles on peut compter, c'est le nucléaire et le pétrole de schiste. Vous voyez le débat avec les écologistes à venir ? Philippe Chalmin, et ce que vous venez de dire, Pierre Konessa, rejoint ce que disait Philippe Chalmin il y a un instant. Philippe Chalmin, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez qu'il y a un risque de crise mondiale sur la question de l'énergie? Il n'y a pas un risque. Nous sommes dans un choc technologique majeur, dans un choc, énergétique majeur. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, le prix du pétrole est dans la zone des 130-140 $, mais que le gaz en équivalent pétrole vaut 2 fois plus cher. Rendez-vous compte que hier, le prix de l'électricité a dépassé les 600 € le mégawatt sur le marché français. Rendez-vous compte que le prix du charbon, lui aussi, a flambé. Donc nous sommes dans un choc technologique majeur et qui intervient en plus à un moment qui est un moment dans lequel, quelque part, la transition énergétique nous a fragilisés. Et par ailleurs, M. Konessa le disait, je trouve, de manière tout à fait intelligente, il se trouve qu'en Europe, les équilibres gouvernementaux d'un certain nombre de pays tiennent à la participation des Verts. Et malheureusement, à force de vouloir toujours faire plus vert, on en finit par faire véritablement noir, c'est-à-dire à réouvrir des mines de charbon. Voilà le seul résultat auquel on parvient. Nous sommes au cœur d'une crise énergétique majeure qui aura peut-être le mérite d'accélérer dans une certaine mesure la transition énergétique et peut-être quand même de remettre au clair un certain nombre d'erreurs. Par ailleurs, je vous signale qu'effectivement, l'autre domaine important, c'est incontestablement celui des céréales. La mer Noire est pour l'instant bouclée, ce qui a provoqué une flambée des prix du blé, du maïs, dans un contexte là aussi qui est un contexte de très forte tension sur les prix qui était largement préalable. Et là aussi,
on est en train de découvrir l'importance qu'il y a à réfléchir en termes de souveraineté alimentaire à un moment où la Commission européenne voulait au contraire que l'on réduise, pour des raisons environnementales tout à fait légitimes certainement, que l'on réduise les capacités de production agricoles en Europe. Vous le voyez, quelque part, cette crise qui est incontestable, eh bien, elle va peut-être nous amener à repenser un certain nombre de choses que nous considérions quelque part comme des évidences il y a seulement quelques jours. Et justement, à ce sujet, Emmanuel Macron a évoqué la question de l'alimentation. C'était hier devant les Français. Il s'est interrogé sur les conséquences de cette guerre, justement, sur le secteur alimentaire. Écoutez ce qu'il en a dit. Les prix augmentent dans toutes les céréales. Le maïs, le blé, ça a augmenté incroyablement. Donc ça aura des répercussions sur la nourriture du bétail pour nos éleveurs, qui ont déjà des situations si difficiles, mais pour les produits transformés dans quelques semaines, quelques mois, et évidemment sur la baguette et sur des produits de première nécessité qui sont faits à partir de ces ingrédients. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à 12-18 mois, si la situation ne s'améliore pas, c'est une situation de famine qu'il y aura dans plusieurs pays en Afrique ou en Asie mineure, compte tenu de ce que représentent l'Ukraine et la Russie. Et donc avec des répercussions sur nos marchés agricoles massives. Je vous le dis juste pour qu'on voit l'importance de cette crise sur nos vies. Michel Galli, quand on entend Emmanuel Macron, on se rend bien compte de ce qui peut peser sur la France, mais ça ne s'arrête pas à la France, c'est bien plus large. Là, c'est le monde entier qui est concerné. Vous disiez tout à l'heure, l'Ukraine, la Russie, c'est 30% du blé au niveau mondial. Commercialisé en tout cas. Mais effectivement, vous savez, il y a quelque temps, dans plusieurs pays d'Afrique noire, il y a eu des émeutes de la faim. Or, en ce moment, les gens, que ce soit à cause du djihadisme, à cause de situations générales, ils ont du mal à vivre, notamment dans les grandes capitales côtières. Je prends l'exemple, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Il y a des mouvements en ce moment sur la cherté de la vie. Et les gouvernements essaient de mettre en place des mesures sous la pression populaire de blocage des prix pour le panier la ménagère, de filet de sécurité. Mais on ne peut pas faire dans des pays très fragiles ou des pays où il y a des sortes de kleptocratie qui, en quelque sorte, monopolisent les richesses et les matières premières. On ne peut pas dire quoi qu'il en coûte, parce que quoi qu'il en coûte, ça serait faire sauter le système et mettre de côté les prédateurs qui sont les gouvernants. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement, si le prix du pain double par exemple, des sérieuses émeutes urbaines en Afrique subsaharienne, qui va contribuer encore plus à fragiliser ces pays. Pierre Conessa, ça veut dire aussi fragiliser ces pays, déstabiliser potentiellement des gouvernements, peut-être créer de nouveaux conflits à partir en fait de cette guerre qui se passe en Ukraine. Oui, moi je suis très frappé, si vous voulez, du fait qu'on veut faire de Poutine un paria. Et on va expliquer que la communauté internationale, entre guillemets, va suivre les Occidentaux. Mais on n'est plus du tout dans cette situation. D'abord parce que les Occidentaux ont fait plus de conflits depuis 1991 que les Russes. On a fait à peu près une trentaine d'interventions militaires. Et parce qu'en plus, ils se disent, mais c'est une guerre qui concerne les Occidentaux. Donc, s'il faut négocier avec la Russie, on négociera avec la Russie. Donc, imaginez par exemple le Mali, pays le plus aidé par la France en Afrique, est celui qui accueille Wagner et qui chasse les soldats français. Vous croyez qu'ils vont voter contre la Russie à l'ONU? Donc on est dans un paysage géostratégique totalement différent et il n'est pas du tout sûr que les Occidentaux, qui se qualifient souvent de communauté internationale, ne représentent pas plus qu'eux-mêmes, si vous voulez. Ça, c'est un phénomène géopolitique tout à fait nouveau. Philippe Chalmin, effectivement, ce qui s'est dit en plateau, est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce qu'effectivement, cette question du blé qui peut peser au niveau mondial sur l'alimentation, éventuellement, nous disait Michel Galli, créer des émeutes, et Pierre Conessa nous disait, mais en fait, certains pays pourraient se tourner vers la Russie pour ces questions ou pour d'autres. C'est une possibilité? Je suis obligé quand même de réagir à ce que vient de dire Pierre Conessa, parce que je trouve qu'il est borderline d'une certaine forme de révisionnisme que j'ai tendance à entendre. Effectivement, l'Occident n'est pas sorti grandi des conflits en Ukraine. De là à le comparer l'intervention de Poutine en Ukraine à ce qu'a fait l'Occident, ce qu'a fait George Bush, par exemple, en Irak, c'est, excusez-moi, un pas que je ne peux pas franchir. Maintenant, effectivement, nous allons avoir, et au fond, si on veut revoir ce que va être la géopolitique mondiale dans les mois ou années à venir, nous avons d'un côté et
excusez-moi, je crois que c'est notre privilège d'en faire partie, le camp des démocraties qui respectent quand même un minimum de liberté politique, et de l'autre, le camp des despotismes. Dans ce camp des despotismes, je mets effectivement la Russie et je mets son allié implicite qui est la Chine, ainsi qu'un certain nombre de pays qui, d'une manière ou d'une autre, sont leurs clients. Voilà. Donc là-dessus, je crois que les choses commencent à être claires. Je ne sais pas, et nul ne sait exactement comment va se terminer ce conflit, mais il me semble qu'il nous donne des guides sur ce que sera le monde dans les mois et années à venir. Pour en revenir à la stricte question de l'augmentation des prix, relativisons, et de grâce, là le président Macron a quelque peu exagéré. Je rappelle que dans une baguette de pain que vous payez à peu près 1 €, il y a aujourd'hui 7 à 8 centimes seulement de blé. Même si au maximum le prix du blé doublait, cela nous ferait aller 5 à 6 centimes d'augmentation. C'est très loin de ce qu'imaginent un certain nombre de boulangers. Donc n'exagérons pas, nous vivons une certaine abondance alimentaire. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays pour lesquels la situation va être difficile. Je relativiserai simplement en Afrique occidentale par le fait que, heureusement, si nous avons des flambées liées à la mer Noire sur le blé et le riz, la seule céréale et en fait un des seuls produits dont le prix a baissé en 2021 et dont les perspectives de prix sont relativement neutres, voire baissières, c'est le riz. Or, l'Afrique est devenue, et de loin, le premier importateur mondial de riz. Donc, quelque part, dans les régimes alimentaires africains, bon, certes, on mange du pain dans les villes, mais le riz me semble beaucoup plus important. Il n'en reste pas moins qu'il y a des pays, et les premiers d'ailleurs à revoir leurs importations, ce sont des pays comme l'Algérie. Alors vous me direz, ils vont avoir les moyens avec la hausse des prix du gaz, ou l'Égypte. Il est intéressant de voir que l'Algérie, les généraux algériens qui snobaient la France et le blé français, préférant aller s'approvisionner en Russie, en Ukraine, parce qu'Emmanuel Macron avait quelque peu critiqué leur gouvernance, l'Algérie est en train de revenir à l'importation de blé français parce que il n'y a plus de blé aujourd'hui qui sort de la mer Noire. Donc, vous voyez, les flux se modifient et on va probablement assister à des modifications assez radicales. La Chine, par exemple, vient de déclarer qu'elle, jusque-là, elle n'importait pas de blé russe pour des raisons sanitaires. Eh bien, comme par hasard, elle vient de lever ces conditionnalités sanitaires. Donc la Chine va importer du blé russe, la Chine va augmenter son importation de pétrole et de gaz russe. Donc on va avoir des modifications dans les flux relativement importantes et peut-être, au fond, une nouvelle séparation du monde, non pas entre capitalisme et communisme, comme ce fut le cas dans la guerre froide, mais entre démocratie et despotisme, et vous me pardonnerez de plutôt faire partie du premier camp que du second. Merci Philippe Chalmin, on a bien compris votre position. Merci pour votre analyse sur la question de l'énergie et aussi celle de la question de l'alimentation. Vous restez avec nous, messieurs, parce qu'on va parler à présent des combattantes, des combattants et plus spécifiquement des combattantes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Une partie des femmes ukrainiennes n'a pas hésité à prendre les armes face à la Russie et cela n'a pas grand-chose de surprenant. On va comprendre pourquoi dans un instant, mais avant, on va écouter la parole d'Oksana Surinova. Elle a été recueillie par nos confrères de l'AFP. J'ai une expérience dans le tir. J'ai la 2e classe en tir. J'ai passé les formations dans les stands de tir quand j'étais à l'école et après l'école, je sais comment manipuler une arme. Voilà pour ces combattantes ukrainiennes dont nous parlons avec Michel Monpontet qui nous a rejoint, notre éditorialiste dans le 18-20. Bonsoir Michel. Bonsoir Adrien. Merci beaucoup d'être là. Comme tous les soirs, vous avez voulu dans votre édito rendre 2 hommages, un pour commencer, un pour finir. Alors commençons. Je voudrais qu'on regarde la photo de cette femme qui s'appelle Irina Zvila. Irina Zvila avait 53 ans, elle avait 5 enfants, elle était professeure de lettres, passionnée de photographie, écrivaine, jusqu'à ce que Poutine décide d'anéantir son pays. Elle va rester dans les mémoires parce qu'elle est la première femme à être tombée lors des combats dès le 2e jour. Elle est morte juste à côté
de son compagnon. Et je voudrais ce soir dédier mon édito à cette femme, mais aussi à toutes ces femmes qui, comme elle, résistent non pas pour mourir pour le pays, mais parce qu'elles veulent vivre dans leur pays. Le message qu'envoient ces femmes n'est pas « nous avons hâte d'en découdre ». Non, le message est plutôt « nous aurions tout fait pour ne pas nous battre, mais pourtant nous sommes là parce que nous devons être là ». Alors, il y a peut-être des héroïnes, mais il y a surtout des circonstances qui font les gens. Et des femmes qui sont en accord avec leurs convictions parce qu'elles pensent qu'elles le doivent, qu'elles doivent protéger, s'investir, qu'elles doivent être présentes dans ce moment dramatique de leur histoire. Alors, il y en a qui se battent comme des lionnes face aux troupes russes, vous le savez. On les voit d'ailleurs dans les reportages télévisés, elles sont exemplaires, elles sont montrées en exemple. Mais il y a aussi celles qui fuient sous les bombes, tout simplement pour protéger leurs enfants. Elles sont tout aussi admirables. Certaines sont engagées dans les réseaux de résistance en approvisionnement, en vivres, en essence, en matériel, pour que les bataillons de défense territoriale civile puissent résister un peu plus longtemps, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et puis, il y a aussi celles dont on ne parle jamais, celles qui, depuis 12 jours, tous les matins, amènent leurs enfants à la crèche ou à l'école ou dans les abris, continuent de leur montrer des dessins animés, de les faire jouer, pour que dans la tête de ces enfants, il n'y ait pas seulement que la guerre. Oui, des femmes et des hommes qui sont prêts, et pour le coup de manière malheureusement équitable, à mourir pour leur pays. Les femmes dans l'armée ukrainienne, est-ce que c'est nouveau, Michel? Non, les femmes dans l'armée ukrainienne, ce n'est pas nouveau. Ça date de 2014, de la révolution de Maïdan. Avant, il y avait des femmes dans l'armée ukrainienne, mais alors c'est très genré comme répartition. Vous allez voir, elles étaient plutôt dans les cuisines et pour les soins. Elles n'avaient pas le droit de prendre des armes, et même, je vais plus loin, elles étaient interdites de soins si elles se blessaient. Mais c'était très genré, mais qui souhaite l'égalité des sexes dans la guerre, puisque personne ne souhaite la guerre? Alors Michel, très rapidement, vous nous aviez promis un dernier hommage, je vous demanderai d'être très court. À qui vouliez-vous rendre hommage pour finir? Je voudrais finir en vous montrant cette photo. Son prénom, c'est Olena, elle est écrivaine, elle est architecte. Et elle s'est mariée en 2003, elle a eu une vie. En 2004, elle a donné naissance à une jolie petite fille prénommée Alexandra. En 2013, elle a eu un garçon, Kirilo. Le président Zelensky est son mari, et parce que le président Zelensky est son mari, elle est désormais une cible des bataillons Wagner, mais aussi de tous ceux qui viennent de Russie et ont décidé de l'abattre. Et sa mort serait une tragédie absolue. Est-ce que vous savez comment on dit la paix en russe? Et non. On dit mir. Et en ukrainien, pareil. C'est marrant d'ailleurs, c'est un nom masculin. Et je voudrais en profiter pour rappeler que l'héroïsme n'est pas que d'un côté, puisque à Moscou, tous les matins, des femmes se battent et manifestent pour la paix, parfois juste avec un bouquet de fleurs, et ça leur vaut 15 ans de prison. Merci Michel Monpontet. Et merci beaucoup Michel pour ces hommages. Merci Adrien. Messieurs, un dernier mot sur cette question de la guerre en Ukraine, qu'évidemment on continue de suivre chaque jour sur France Info, avec une redéfinition, Michel Galli, de toutes les forces géopolitiques finalement. Oui, absolument. On a fait allusion, par exemple, à l'Afrique, où il y a certes des trolls russes, mais il y a aussi des sympathisants pro-russes. Mais au-delà, il y a eu, voire le vote à l'Assemblée générale des Nations unies, une sorte de renouveau des non-alignés. Vous voyez, des continents entiers, en Amérique latine, en Afrique, qui trouvent que ce n'est pas trop leur problème, qui n'ont aucune envie de s'aligner ni sur l'un ni sur l'autre, soit qui soient des clients, y compris économiques, soit qui veuillent continuer à jouer entre les deux blocs, et puis surtout l'alliance Chine-Russie, même d'ailleurs pour les matières premières, pour des gazoducs qui pourraient aller vers la Chine, et croire qu'après la guerre, le système international reviendra à son état antérieur, à mon avis, c'est une grande illusion. Il y a de grands bouleversements en cours. Pierre Conessa, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Si vous voulez, l'intervention de Philippe Chalmin est très caractéristique des néoconservateurs français, comme on en a d'ailleurs dans beaucoup de pays occidentaux, qui pensent que parce qu'ils sont les démocraties, ils ont raison. Bon. Je suis désolé, sur la guerre d'Irak, c'était un mensonge éhonté devant l'Assemblée générale de l'ONU. Je me suis d'ailleurs toujours demandé qu'est-ce qu'il y avait dans la petite fiole que tenait Colin Powell, parce que si effectivement il y avait des armes de destruction massive, l'Assemblée générale de l'ONU aurait été réduite à rien. Non, ce qui vient d'être dit est très important, c'est-à-dire que toute la mondialisation heureuse qu'on a vécue soi-disant depuis 25 ans, qui nous a fait perdre des emplois, qui nous s'aperçoit qu'on est aujourd'hui dépendants, y compris sur des matières premières, doit être complètement repensée par les décideurs pour savoir qu'est-ce qui constitue aujourd'hui les denrées stratégiques sur lesquelles il faut changer les modes d'approvisionnement. Et ça, c'est un bouleversement, si vous voulez, sur lequel il va falloir travailler sérieusement. Et c'est donc à
une question à plus long terme et pas seulement immédiate. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous, Pierre Conessa et Michel Galli. Sachez par ailleurs que le service public se mobilise aux côtés de la Croix-Rouge avec une grande soirée-concert diffusée simultanément ce soir sur France 2 et France Inter. De nombreux artistes mobilisés, unis pour l'Ukraine. Un appel aux dons, évidemment, auquel vous pouvez participer. Ne ratez pas cette soirée. Pour soutenir et porter secours au peuple ukrainien, ainsi qu'à toutes les populations touchées par le conflit sur place et dans les pays limitrophes, nous avons besoin de vous. Face à l'urgence humanitaire qui s'intensifie, la Croix-Rouge lance un appel à la générosité. Envoyez vos dons par chèque à l'Ordre Croix-Rouge française, conflit Ukraine 2022, à l'adresse suivante, la Croix-Rouge française, CS 20011, 59 895, Lille CEDEX 9. Ou faites un don directement sur le site www.croix-rouge.fr ou par SMS au 92 200. Merci.